Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Chaque année, de nouveaux mots font leur apparition dans les dictionnaires. Le français évolue, les mentalités aussi. Alors quelle réponse doit apporter l'école à tous ces changements? On en débat dans un instant avec nos invités. Apprendre tout en s'amusant, c'est le défi que se sont lancés les créateurs de Pit et Pit, une plateforme ludique conçue avec des professeurs et utilisée dans certaines classes. On vous en parle en seconde partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver les souvenirs d'écoliers de Nelson Montfort qui a répondu aux questions de Malika Ménard. Tout de suite, on fait le point sur l'actu avec Mickaël Dorian. Mickaël, l'actualité justement côté éducation, l'inquiétude grimpe chez les chefs d'établissement au sujet des maths. Oui, c'était l'un des engagements du candidat Macron, ajouter 1h30 de mathématiques dans le tronc commun dès la rentrée. Problème, nous sommes en plein remaniement et les dossiers restent en suspens pour le SNPDEN, principal syndicat des chefs d'établissement. Le retour des maths dans le tronc commun dès la rentrée prochaine est donc tout simplement pas envisageable car la date butoir est dépassée depuis longtemps. Ne pas pouvoir informer les élèves et les familles sur les conséquences des choix de spécialité, c'est évidemment pour nous un non-sens absolu qui justifie le fait qu'aucune décision ne doit être prise pour 2022, a précisé Bruno Bokiowicz, secrétaire national du SNPDEN. Dans l'actualité également, c'est un triste constat que dresse Le Monde sur le nombre d'établissements scolaires qui ont fermé ces 40 dernières années. Il faut comprendre que depuis la création de la carte scolaire, l'offre scolaire est rationalisée en fonction des prévisions démographiques et des postes d'enseignants disponibles, ce qui implique souvent de regrouper, fusionner ou fermer des écoles. Or, selon des données fournies au Monde par le ministère de l'Éducation nationale, en 1982, on comptait 61 373 établissements scolaires publics, maternels ou élémentaires, contre seulement 44 312 aujourd'hui. Ça fait une baisse de plus de 17 000 écoles en 40 ans, alors que pendant cette même période, le nombre d'enfants d'âge scolaire est resté stable. Le Parisien vient de publier son classement 2022 des écoles de commerce post-prépa. Un classement qui reste stable puisque HEC est toujours en tête, suivi de ses traditionnels Challenger, ESSEC et ESCP qui sont deuxième ex aequo. L'EDEC est quatrième, l'EM Lyon et Schema se partagent la 5e place. Soulagement en Thaïlande, les écoles rouvrent enfin. Oui, et elles rouvrent dans tout le pays après 2 années compliquées en raison de l'épidémie de Covid-19. Les écoliers sont autorisés à retourner physiquement dans les 35 000 écoles du pays. Le ministre de l'Éducation a indiqué que les écoles resteront désormais ouvertes, quoi qu'il arrive, même en cas de nouvelle vague du coronavirus, car il précise que les 2 années d'enseignement à distance ont eu des effets délétères catastrophiques sur l'éducation des enfants. Merci Mickaël. Alors chaque année, je le disais, de nouveaux mots font leur apparition dans les dictionnaires. Quel est l'impact de l'évolution de la langue française à l'école? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir à nouveau Sophie Audugé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes déléguée générale d'SOS Éducation. Et face à vous, ravie également d'accueillir Karine Girac-Marinier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du département langue française, dictionnaire et encyclopédie périscolaire et beau livre aussi, aux éditions Larousse. Que de postes! Oui, tout à fait. Vous en sortez? Oui, écoutez, c'est passionnant. Merci mille fois à vous deux d'être là. Je suis extrêmement honorée, figurez-vous, car sur School TV, dans le Grand JT de l'Éducation, nous avons l'honneur d'être les premiers, oui, les premiers à avoir la nouvelle édition Larousse 2023. Je devrais faire comme mon confrère, enfin je dis confrère, je ne sais pas si je suis à la hauteur, mais en tout cas je l'admire tellement, Pascal Praud, voilà, sur CNews, qui a démarré son émission hier avec la Coupe de la Ligue voilà, dans les mains, mais moi je fais pareil. Je démarre cette édition avec le Larousse, sublime Larousse, parce qu'on se dit aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le numérique, avec Internet, on peut tout trouver en 2 secondes en tapant sur notre téléphone ou ordi, mais en fait, c'est tellement formidable d'avoir cet objet dans les mains. C'est vrai, c'est une invitation à la culture, à la langue française, au voyage aussi. C'est voilà, un summum de culture générale.
On a encore ce réflexe de prendre son petit... Je vous vois avec vos cahiers, pouvoir écrire. Non, mais c'est vrai, pouvoir prendre des notes, écrire, avoir cette simplicité dans cette ère numérique qu'on adore et dont on se félicite forcément, hein, parce que c'est nourri de plein de choses et de l'immédiateté. Mais on a encore ce réflexe des mots et de la recherche des mots. Est-ce que les enfants actuels, les élèves, peu importe leur âge, vous le disent encore ? Bien sûr, et puis en plus, c'est au programme scolaire, parce que vous savez qu'au primaire, on doit apprendre à manipuler le dictionnaire. Et c'est un jeu pour eux, puisqu'en fait, ils font des recherches d'orthographe. Ils doivent trouver l'orthographe d'un mot le plus vite possible. Et le gagnant remporte un petit prix dans la classe, je crois. Donc c'est un vrai plaisir pour les enfants. Et surtout, c'est vraiment une invitation. C'est-à-dire qu'on va chercher un mot, et puis on va découvrir un portrait, une planche. Il y a plusieurs lectures dans le dictionnaire, donc je crois que ça amuse complètement les enfants. Alors, vous savez combien de temps vous êtes chez Larousse ? Ça doit faire une quinzaine d'années, je pense. Et vous découvrez encore des mots tous les jours. Quand tout d'un coup, vous feuilletez le dictionnaire, vous arrivez. Et là, bon, alors je tombe sur tunnel. A priori, on sait tous ce que c'est qu'un tunnel. tout va bien. Mais tupaya, voilà, ou tupaille, pas forcément. Ce mammifère, donc insectivore, voilà, des forêts de l'Asie du Sud-Est. Je trouve ça absolument génial. J'avais ce réflexe-là, moi, c'est vrai, quand j'avais le dictionnaire dans les mains au collège, de pouvoir me dire, je vais apprendre 3 mots dans la journée au minimum. Et en fait, voilà, ça reste pour toute la vie après. Oui, après, c'est un goût qu'on a pour la langue française. On s'intéresse aux nouveaux mots. Et puis, c'est aussi intéressant de s'intéresser à la grammaire. Je crois que on a tous l'impression qu'on n'aime pas la grammaire. Et en fait, une fois qu'on s'y plonge, c'est passionnant. Et l'orthographe aussi. Alors ça, j'étais pas tout à fait sûre. Mais je suis contente de le savoir. Je suis contente que j'ai enfin aimé la grammaire grâce à vous. Vraiment, Karine Girac-Marinier. Alors, donc, je disais, chaque année, on découvre avec intérêt, évidemment, les nouveaux mots présents dans le dictionnaire. Il y en a 150 cette année. Comment on choisit ces nouveaux mots ? Quel est le processus ? Alors, il y a 2 critères très importants pour choisir les nouveaux mots et pour les faire rentrer au dictionnaire. C'est un premier critère qui est quantitatif. Il faut que le mot soit vraiment très utilisé, que nous, on ait pu repérer une utilisation très massive, très fréquente. Et le deuxième critère, c'est un critère plus qualitatif, c'est qu'il faut que ce mot soit partagé par la majorité des francophones. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire rentrer un mot technique, médical par exemple, qui ne serait utilisé que par les médecins, mais on va vraiment faire rentrer un mot qui concerne la médecine à partir du moment où on a repéré qu'il était utilisé par exemple par les médias généralistes, la télévision, Internet, la radio, la presse écrite. C'est très important pour nous que le mot soit vraiment partagé parce que sinon, le risque, c'est qu'il ne parle à personne et qu'il reste peu utilisé dans les années à venir. D'accord, donc en fait, c'est pas vous qui créez des mots, c'est la société qui crée, en fait, c'est ça ? Et puis vous reprenez dans le dictionnaire ce fameux mot. Exactement. Le dictionnaire Le Petit Larousse, c'est une photographie, un instant T, des évolutions de notre langue et à travers ces évolutions, des évolutions de notre société. Et vraiment, Le Petit Larousse, c'est le dictionnaire de l'usage, c'est tel que le voulait Pierre Larousse, c'est ce qu'il voulait faire. Donc ce sont tous les mots que nous sommes amenés soit à utiliser, soit certains un peu plus techniques, que nous allons rencontrer dans nos lectures, dans la presse, et que nous devons connaître, ou en tout cas nous devons connaître leur sens. Alors Sophie Dugy, justement, c'est très intéressant ce que dit Karine Girac-Marinier, parce que c'est aussi le reflet de l'évolution de nos sociétés. C'est à travers ces mots-là que l'on voit la société évoluer. Et évidemment, on pense tout de suite à la féminisation de beaucoup de noms usuels. Par exemple, pharmacien, pharmacienne. On reprenait chaque personne qui disait « Non, certainement pas pharmacienne, ça n'existe pas, on est pharmacien, on est docteur ». R, pas docteur E ou docteur S. Alors, est-ce que ça en dit long, justement, et à quel point c'est intéressant de voir cette évolution-là ? Alors oui, évidemment, c'est très intéressant de voir évoluer les dictionnaires. Après, je crois que ce qui est peut-être aussi intéressant dans le débat que vous proposez aujourd'hui, c'est de se poser la question de la passion qu'ont les Français pour les dictionnaires, parce que c'est quand même très lié à notre histoire. On a quand même le dictionnaire de l'Académie française, qui est une exception culturelle française, c'est-à-dire le seul dictionnaire au monde qui est institutionnalisé, donc qui est gratuit, qui va donc avoir que 9 éditions depuis sa création. C'est-à-dire que on peut lui reprocher de ne pas se renouveler vite, mais... Parce que le dernier, je crois que c'est 1930, non ? C'est pas très récent, je crois. Alors, c'est un peu comme paru l'année dernière. Voilà. Quand même, il y a quand même une évolution plus récente. Mais disons que le rôle de l'Académie française, aujourd'hui, pour moi, me semble absolument crucial, dans le sens que l'Académie française est garante de la protection de
la langue française en ce sens qu'elle n'y inscrit que des mots dont la durabilité dans l'usage va être vérifiée. Ce qui est particulier, c'est-à-dire ce qu'on rencontre dans notre société aujourd'hui, par rapport au rôle du dictionnaire de l'Académie française et du rôle du dictionnaire du Larousse, qui n'est pas du tout le même, c'est qu'il y a un usage de la langue qui est plus commercial, qui est plus du vivant et de l'instantané. Et effectivement, les dictionnaires qu'on va appeler des dictionnaires commerciaux, c'est-à-dire des dictionnaires qui se vendent et qu'on achète, ont un rôle quand même de photographie de la société à un moment T, ce que vous venez parfaitement d'expliquer, et que l'équilibre à trouver, qui je pense est plutôt bien trouvé pour le Larousse, si je puis me permettre, même si moi, en tant que, peut-être un peu vigilant sur certains aspects, il y a des choses où je serais un petit peu moins d'accord, mais enfin bon, on aura l'occasion d'en parler justement. Voilà, mais je trouve que le Larousse tient bien cet équilibre qui n'est pas facile, c'est-à-dire à la fois de protéger la langue française dans ce qu'elle a de représentation d'une nation, d'une histoire et d'une exception culturelle française qui est extrêmement puissante et qui est quand même reconnue dans le monde entier, tout en intégrant cette mobilité de la société avec la vigilance qui est de quand même la langue, c'est la représentante d'une nation, d'une culture qui se transmet, qu'on se transmet de génération en génération par rapport à un pays qui est extrêmement rayonnant, qui est celui de la France évidemment, mais qui reste quand même un petit pays à son échelle et dont on doit préserver le patrimoine culturel et notamment littéraire et donc sa langue. Voilà, donc je pense que l'équilibre est assez subtil à trouver. Vous parliez des institutions, effectivement l'Académie française donc, ne choisit pas non plus les mots, c'est ça en fait, ils choisissent de manière assez différente, est-ce que vous expliquez, c'est pas le même processus. Alors en fait, l'Académie française, d'abord, se restreint à 60 000 mots, si je ne dis pas de bêtises. Donc à partir du moment où ils en rentrent un, ils en sortent un. Que l'Académie française a fait le choix de maintenir une langue, ce que vous évoquiez d'ailleurs très bien, c'est-à-dire pas technique. Et donc elle joue vraiment sur des liens plutôt vers d'autres bases de données qui vont chacune avoir une fonction très spécifique, une base de données de mots techniques ou sur les mots qui vont être plus partagés avec d'autres pays, etc. Donc c'est pas du tout le même objet, mais eux, ce qu'ils vont regarder, c'est, comme c'était l'origine, et qui est d'ailleurs l'origine du Larousse, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais historiquement, puisque l'Académie française et Pierre Larousse ont fait un dictionnaire qui était un dictionnaire de l'étymologie, alors que ce qui est devenu le Littré et puis le Petit Robert ont fait un dictionnaire qui était plus de l'usage par les citations. Donc il y a quand même une forte identité culturelle, historique, de base documentaire de la langue française, d'ancrage, dans le Larousse, qui finalement, pour moi, vous rend peut-être un peu plus proche de l'Académie française. En fait, ma question, c'est qui décide des nouveaux mots français? Parce que j'ai lu quand même qu'il y avait la délégation générale de la langue française qui travaille sur des nouveaux mots, effectivement, mais attention, ce sont des mots pour remplacer les anglicismes. Ils proposent des formulations qui conviendront pour remplacer les anglicismes. Et nous, chez Larousse, nous tenons toujours compte des propositions qu'ils font quand on voit que leur usage commence à être important. Et du coup, souvent, si vraiment on est obligé de rentrer un anglicisme parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français qui vraiment prennent, on rend toujours la recommandation officielle. Ça nous semble très important, puisque l'idée, c'est qu'effectivement, le dictionnaire, c'est la langue en usage, en activité telle qu'elle est aujourd'hui, est très vivante. Pour autant, c'est vrai que dès qu'il y a des recommandations de l'Académie ou des organes qui travaillent avec l'Académie, il nous semble important d'en faire part à nos lecteurs qui seront des utilisateurs de demain et qui peuvent les utiliser dans leurs dissertations, dans leurs examens. Alors évidemment, là, il y a eu donc l'évolution de la société, on en parlait, et on le voit, c'est justement illustré au travers des mots qui apparaissent cette année dans le dictionnaire. Est-ce que beaucoup faisaient référence au Covid, justement, il y a cette pandémie là pour cette édition? Alors pour cette édition, j'irai un petit peu moins que pour celle de l'an passé, qui était complètement, en fait, pardonnez-moi, mais covidée. Voilà, il y avait énormément de mots, effectivement, du vocabulaire issu du vocabulaire médical. On va le dire, oui, c'est un mot qui commence à être attesté. Et du coup, cette année, on a encore beaucoup de mots. On a les cas contacts, on a les vaccinodromes, on a les vaccinateurs, vaccinatrices. Donc voilà, on a encore beaucoup de mots qui concernent la pandémie. Mais on a aussi, cette année, on a vu une ouverture sur d'autres mots. Sans doute, étonnamment, un certain nombre de mots de la gastronomie, sur la gastronomie, et des nouvelles technologies, notamment de l'art, de la littérature. Beaucoup de choses sur ces registres-là. Alors, il y a des mots qui font polémique. Tout à l'heure, vous avez déjà lancé un petit clin d'œil de bon, je ne suis pas toujours d'accord sur tout. Mais est-ce que le mot woke, par exemple, il est chez vous, non, dans le Larousse? Il est rentré. Alors, on a rentré deux mots, woke et wokisme. Voilà, woke et wokisme. Donc, j'ai noté un woke, il me semble, se dit d'un courant de pensée dénonçant toutes les formes d'injustice et de discrimination subies par les minorités ethniques, sexuelles ou religieuses.
certains, évidemment, remettent en cause l'existence du wokisme, mais là, on n'est plus sur la remise en cause ou pas, on est sur l'existence propre du terme. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin de la définition que vous n'avez pas citée. Parce que la fin de la définition... J'y vais. Absolument. Attends, je sais encore regarder un dictionnaire. Évoque le fait que parfois, effectivement, certains peuvent critiquer les excès, à leur avis, du wokisme ou des tendances woke par rapport à la République française. Donc, c'est très important, justement, de bien lire cette fin parce qu'elle montre bien, il y a beaucoup de débats autour de ces notions, mais nous, on a tenu à la fois avoir une définition très exacte sur qu'est-ce que c'est qu'au départ ce mouvement. Donc, c'est une aspiration quand même à la liberté, à l'éveil des consciences contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Et derrière, il y a des gens qui, quand ils utilisent ce mot, ont plutôt tendance à en critiquer certains excès. Et c'est ce qu'on fait apparaître dans la définition. Voilà, ça nous semblait important d'avoir vraiment les deux notions. La définition du sens pur et ensuite des nuances par rapport à l'usage du mot. Mais est-ce qu'on ne rentre pas dans cette période-là, justement, on a besoin de nuancer tout, on a besoin de tout le temps, on marche sur des... On nuance plus, mais alors d'autant plus qu'en fait, si vous voulez, on perd le sens figuré. Nous, on reçoit beaucoup de courriers et on est souvent très étonnés de voir que parfois, on va nous reprocher une définition parce qu'en fait, au lieu de regarder le sens propre et le sens figuré, on va prendre le sens figuré pour le sens propre. Donc, on sent qu'il y a un peu peut-être une déperdition de la culture du sens figuré en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Duget ? Bon, moi, je suis assez partagée parce que, évidemment, est-ce qu'il est possible, au niveau d'un dictionnaire comme le Larousse, de ne pas donner une définition du woke et du wokisme, enfin du terme woke et du terme wokisme. C'est compliqué. En même temps, est-ce qu'on peut décemment être objectif en termes de définition, j'entends une définition soignée du terme woke et du wokisme sans évoquer les enjeux idéologiques et historiques issus des années 70 qui sont à l'origine de ces mouvements idéologiques. Alors, je reconnais par contre que sur la définition du wokisme, vous avez pris soin de commencer par dire l'idéologie. Donc, ce qui me semble quand même la moindre des choses, puisque le wokisme est une idéologie. Il y a quand même énormément de travaux qui amènent à penser qu'on est dans un système de nouvelles formes de lutte des classes qui vise à faire pression à travers des minorités sur des discriminations qui sont en fait des objets politiques. Et on utilise des minorités moins formées, moins éduquées, et que souvent derrière des actes de rébellion, voire d'idéologie woke, on a des mouvements étudiants plutôt de milieux très bourgeois qui engagent une révolte en prenant à partie des minorités qui sont finalement victimes et instrumentalisées. C'est quand même une réalité aujourd'hui. On a quand même des travaux documentaires, notamment de thèses assez abouties là-dessus, qui nous permettent d'avoir un regard quand même un peu critique sur cela. S'il s'agissait uniquement de défendre les minorités et de lutter contre toutes les formes de discrimination, je veux dire, tout le monde est d'accord. Je veux dire, en France, dans la majeure partie des cas, on est évidemment tous pour défendre et on s'est tous battus pour cela. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, la définition du mot n'est pas assez précise ? Je trouve que c'est une prise de parti malgré tout. Même si je reconnais qu'au moins sur le Larousse, vous avez quand même pris soin de commencer par le terme idéologique, qui montre bien que cela relève d'une idéologie. Ce qui aurait été intéressant, c'est de renvoyer à la définition de ce qu'est une idéologie et qu'il peut y avoir une instrumentalisation. C'est dans le dictionnaire. Voilà. Bien sûr. L'idéologie est dans le dictionnaire, donc je pense que ça... Tout à fait. Oui, non, mais c'est pas une critique, c'est une remarque. Et je veux dire... On est aujourd'hui dans une situation quand même, que ce soit de l'école, que ce soit du rapport au livre, que ce soit de la lecture, que ce soit du rôle des parents. Donc, moi, je pense qu'on devrait réapprendre aux parents à faire lire leurs enfants et à reprendre le dictionnaire comme on le faisait. Vous disiez très justement, et bon, vous êtes plus jeune que moi, mais moi, c'est ma génération. J'espère, parce que... mais c'est vrai qu'on allait facilement, quand on lisait un livre, on s'arrêtait, on prenait le dictionnaire, on cherchait la définition, ça donnait lieu à aller chercher un autre mot, etc. Et pareil avec l'encyclopédie. Pareil avec universaliste.
Absolument. Et on a des très beaux témoignages de personnes illustres du monde littéraire, du monde de la culture, qui rappellent les combats à la maison pendant les repas de famille avec le père, la mère, où on n'est pas d'accord sur un mot et on arrête tout, on va chercher l'arbitre. Le dictionnaire arbitre. Mais est-ce que c'est pas toujours maintenant la même chose finalement, mais sans... semblerait beaucoup moins. Peut-être moins sur le support physique, peut-être. Mais regardez, on va en parler juste après. On a la carte numérique. Mais finalement, sur l'idée d'une idéologie, d'une thématique, d'un thème, d'un mot précis, finalement, les échanges sont un peu les mêmes aujourd'hui, non ? Notamment sur les deux notions, là, woke et wokisme, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il fallait absolument les définir parce que tout le monde en entend parler, tout le monde se demande qu'est-ce que c'est. Il y a des sens qui circulent, qui sont parfois contradictoires. Parfois, pour certains, c'est une idéologie. Pour d'autres gens qui sont concernés, ça n'en est pas. Donc, il était très important de les définir. On a attendu avant de les définir. Je dois dire que le mot a été repéré il y a déjà 2 ou 3 ans, mais on a vraiment attendu pour essayer que la définition se pose, que le sens se pose, pour essayer de faire une définition la plus claire possible. Et c'est pour ça qu'elle est nuancée. C'est pour vraiment donner un éclairage sur ces deux mots qui sont complexes de toute façon. Alors, qui émane quand même des années 70. Je veux dire, ça fait pas 2 ans. Ça émane quand même des années 70. Mais c'est arrivé dans le quotidien les maintenant, adolescents à qui on en parle aujourd'hui, ou qui en entendent parler, n'ont pas en tête le mouvement des années 70. Non, mais on ne parlait pas de wokisme il y a 10 ans. C'est un petit peu dommage. Mais on n'en parlait pas. Je pense que notre rôle à nous, qui devons donner une information la plus objective possible, c'est de prendre du recul par rapport à ce que justement les enfants entendent et justement la manipulation qui est faite des termes woke et de ces idéologies, notamment sur les réseaux sociaux. On sait très bien le drame que ça produit sur énormément d'enfants, notamment sur TikTok, Instagram, etc., où on utilise justement l'idéologie woke au service d'une bien-pensance qui est quand même complètement destructrice à plein de registres. Donc je pense que notre rôle aussi, c'est d'être un petit peu vigilant par rapport à ça. Et ça rejoint un autre sujet qui m'interpelle aussi, c'est par exemple grossophobie. Où là, je n'ai pas on allait y venir justement. Idéologie, juste, je le dis, puisqu'on en a parlé, autant le citer. Idéologie, ensemble plus ou moins systématisé de croyances, d'idées, de doctrines influant sur le comportement individuel ou collectif. Point. L'idéologie libérale. Deuxième, pour les marxistes, représentation de la réalité propre à une classe sociale. Elle est dépendante de la place que cette classe occupe dans le monde de production et de son rôle dans la lutte des classes. 3, côté péjoratif, ensemble de spéculations, d'idées vagues et nébuleuses. Donc, clairement, on parle de l'idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une référence qui s'opère permanente, en fait. Mais le dictionnaire c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant dans le dictionnaire. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez, j'ai cité que c'est très bien de l'avoir cité. Ça, moi, je l'ai noté tout de suite. Je trouve que c'est un point fort, justement, de votre dictionnaire, c'est effectivement d'avoir ce souci-là. Et donc, effectivement... Nommer, ce n'est pas valider. C'est-à-dire que nommer un mot, le définir, ce n'est pas le valider, évidemment. Alors, c'est-à-dire, le dictionnaire en soi n'est pas normatif. En tout cas, peut-être le dictionnaire de l'Académie, mais pas le Larousse. Il ne se veut pas normatif. Mais malgré tout, on nous donne un rôle normatif. C'est-à-dire qu'une fois que le mot est rentré dans le dictionnaire, on peut l'utiliser quand on joue aux jeux de société ou autour des jeux de lettres. Les profs vont l'utiliser dans les dictées ? Bien sûr. Les profs peuvent l'utiliser dans les dictées et les élèves peuvent les utiliser. Donc c'est vrai qu'en même temps, on a toujours conscience de ce rôle important et on a toujours conscience surtout du fait que le dictionnaire va être utilisé par des jeunes adultes qui vont chercher un métier ou par des élèves. Et donc il faut qu'on fasse attention aux mots qui rentrent, à être clair dans nos définitions, mais aussi attention aux mots qui rentrent pour bien dire à chaque fois. Attention, ce mot peut être péjoratif, on le signifie à chaque fois, ou il ne faut pas l'utiliser dans un examen, on ne va pas préciser comme ça, mais on va dire son usage est contesté, etc. Oui. On donne beaucoup, en fait, d'éléments de langage pour bien dire dans quel cadre utiliser le mot et dans quel cadre, surtout, ne pas l'utiliser. Alors, grossophobie. Venons-en à grossophobie. Je sens que là, Sophie Audugé n'est pas du tout d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec grossophobie ? On a le droit ou on n'a pas le droit ? Alors, je ne vais pas être d'accord. Il doit apparaître dans le Larousse ou pas, ce mot ? Non, mais ce qui est important, c'est la notion de phobie. Ce qu'est une phobie et dans quelle mesure la définition de phobie est aujourd'hui utilisée pour représenter une forme de rejet systématique par rapport à des caractéristiques physiques. Et je pense que c'est là l'enjeu de grossophobie dans le Larousse. Ce que je trouve dangereux, c'est qu'on s'arrête plus aujourd'hui, du coup, dans les médias pour dire c'est super, grossophobie est rentrée dans le Larousse, alors qu'il y a un enjeu majeur de surpoids chez les jeunes, que l'OMS ne cesse d'alerter sur les risques pour la santé des enfants, et que et c'est pas du tout ce que vous faites, entendons-nous bien, c'est pas du tout un reproche par rapport au Larousse. Mais je dis parce que justement il y a un enjeu qui rentre dans le dictionnaire, non ? Je suis pas sûre que
moi, je suis très vigilante, on en avait déjà parlé ensemble sur les questions des féminisations des noms, etc. Je suis très vigilante sur le fait qu'on ne fasse pas l'amalgame entre le fait de faire entrer un mot dans le dictionnaire et de contribuer à la cause à laquelle ce mot est censé être associé, si vous voulez. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on va mettre grossophobie dans le dictionnaire et le définir qu'on est conscient qu'il y a en France aujourd'hui, comme un certain nombre de pays riches, et notamment les États-Unis, un énorme problème de surpoids chez les jeunes gens, que ça a été aggravé encore par le confinement et la crise du Covid, et que c'est un sujet de santé publique majeur. Et c'est très important de ne pas lier les deux. Il y a toujours eu des moqueries dans les cours d'école. J'en avais déjà parlé, mais le rapport Balanon est quand même assez caractéristique malheureusement là-dessus. On surreprésente les discriminations sur le genre, on surreprésente certaines formes de discrimination, alors que les enfants qui sont le plus moqués restent l'enfant qui est un peu fort, l'enfant qui a des lunettes, l'enfant qui est 10, mais etc. Mais vous pensez pour vous qu'il ne faudrait pas le nommer du coup? C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est utile de noter grossophobie. Ce qui est utile, c'est ce qui est très intéressant, c'est le nouvel usage dans la langue parlée, pas écrite, dans la langue parlée, des phobies associées à des caractéristiques de discrimination. C'est ça qui pose question, c'est comment on en est arrivé à associer phobie à transphobie, homophobie, grossophobie. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça questionne au niveau de la société. En fait, c'est la société qui questionne, en fait. Est-ce que c'est plus que le vocabulaire, le dictionnaire? Non, mais une réaction par rapport à ça, justement, Karine Girac-Meurnier. En fait, c'est-à-dire, je pense que, si vous voulez, la photographie qui est le dictionnaire, en fait, est poussée par l'usage. C'est-à-dire que ces nouveaux mots qui naissent, c'est pas une personne lambda qui va créer ce nouveau mot. Il faut savoir qu'il y a entre 3 à 5 000 nouveaux mots, nouveaux sens qui naissent en France chaque année. Donc alors comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est une spécificité française. On adore la langue, on s'amuse avec la langue, on crée plein de mots. Et du coup, en fait, si vous voulez, le fait qu'un mot naissent, soit entérinées par l'usage et du coup apparaissent dans le dictionnaire, je pense que voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à plaquer là-dessus. Je pense que ce mot est symptomatique d'une évolution de la société. Et donc, il est important et il faut le définir s'il est très utilisé. Et il y a des attestations écrites de grossophobie. Il y en a même beaucoup. C'est pour ça que le mot entre. Elles ne sont pas chorales, ces attestations. Donc, voilà, pour moi, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il ne faut pas lutter et que... Mais ça ne veut rien dire par rapport aux problèmes de surpoids que nous avons en France. Et effectivement... Est-ce que l'inverse, en revanche, aurait été grave? Est-ce que, justement, de ne pas définir le mot grossophobie, de presque, comment dirais-je, est-ce qu'on peut dire occulter, c'est-à-dire par un livre de référence comme le Larousse, est-ce que ça aurait été gênant justement d'occulter ce thème et donc comme de faire l'impasse finalement sur ce problème très grave que rencontrent beaucoup d'enfants, de femmes, d'hommes aujourd'hui? J'ai envie de dire, en fait, c'est difficile nous, en tant que Larousse, on ne pourrait pas l'occulter, puisque comme nous appliquons nos 2 critères quantitatifs-qualitatifs, on l'a repéré abondamment, il est partagé, donc la question ne se pose pas de ne pas le mettre. Et une fois de plus, le dictionnaire, en tout cas le petit Larousse, qui est le dictionnaire de l'usage, n'est pas un dictionnaire, on n'a pas à être militant. On est un dictionnaire qui est une photographie objective. Et ce qui est intéressant, quand même, quand on se repenche rétrospectivement, par exemple, sur les 10 dernières années, c'est de voir justement les mots qui sont rentrés. Et en fait, c'est vraiment passionnant parce que c'est exactement ce qui nous a marqué. Alors, on ne reviendra peut-être pas tous les mots, mais certains sont vraiment emblématiques. Alors là, j'ai évidemment pas forcément... Par exemple, il y a quelques années, alors j'ai plus la date exacte, mais la trithérapie était un point important, ou les thérapies ciblées par rapport au cancer. Quand la maladie, par exemple, du sida est sortie, si on ne l'avait pas nommée, on ne l'avait pas définie, on ne pouvait pas la citer à l'époque. Évidemment, on ne savait pas, tout comme le Covid d'ailleurs, et tout comme plein d'autres mots. Ça fait combien de temps qu'existe, excusez-moi, ce dictionnaire? Alors, il a l'appellation Petit Dictionnaire illustré depuis 1905, en hommage à Pierre Larousse, mais en fait, il existait déjà précédemment, il s'appelait Nouveau Dictionnaire de la langue française, et il est paru par Pierre Larousse, qui l'avait fait et publié en 1856. Bon, donc le mot télévision, évidemment, quand il est apparu, il fallait le nommer. Et à l'époque, on ne comprenait pas. Tout comme aujourd'hui, on voit ras-le-bol dans le dictionnaire ou failloter. Ça paraît assez classique, mais à l'époque, on a ri. C'est pourquoi ras-le-bol, tout d'un coup, arrive dans le dictionnaire. Mais c'est un usage quotidien. Et
on voit plein de mots qui apparaissent aujourd'hui, qui sont employés par les jeunes. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses finalement? Alors, une fois de plus, les mots rentreront dans le dictionnaire si vraiment ils sont attestés de manière partagée. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit un vocable de cours d'école, que seuls ou que juste les enfants de primaire, par exemple, utilisent. L'idée vraiment, c'est que les grands-parents en aient entendu parler aussi et qu'ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Mais parce que zénitude, c'est rentré là dans le dictionnaire. Moi, zénitude, pour moi, c'est digne de la télé-réalité. C'est-à-dire que je me dis, c'est des mots qu'on emploie comme ça, qui font partie d'une espèce de mots mélangés. Psychoté, c'est pareil. En fait, on a plein de synonymes auxquels on pense. Premièrement, l'angoisse, par exemple, pour psychoté ou zénitude, la sérénité. Bon, c'est vrai que ce sont des mots qui existent. Alors, vous me direz, il y a plein de synonymes pour chaque mot. Mais pourquoi zénitude rentre dans le dictionnaire? Quel est l'argument? Parce qu'il est tellement employé. Il est très employé. C'est le problème, en fait, du système qui finalement s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'effectivement, le dictionnaire fait une photographie à un moment donné, mais il n'empêche qu'il est quand même le réceptacle de mouvements d'influence, qu'ils soient politiques, qu'ils soient idéologiques, évidemment, puisque de toute manière, les occurrences qui vont remonter, notamment sur Internet, sont les mêmes que celles qui vont être poussées par les influenceurs sur les réseaux sociaux. On connaît aujourd'hui le poids des systèmes d'influence, le poids des systèmes idéologiques également, qui poussent des mots, des idées pour les faire émerger, et qu'ensuite, effectivement, elles apparaissent, et donc, en termes d'occurrence, elles sont présentes. Après, est-ce qu'il faut les mettre ou pas dans le dictionnaire? C'est un vrai sujet. Et je pense que l'enjeu qui se pose notamment aux dictionnaires tels le Larousse, c'est qu'il y a également énormément de dictionnaires en ligne qui sont des prêts-à-parler, où effectivement on prend les choses et on les jette comme ça en pâture, et donc vous allez sur ce que tout le monde fait, tous les enfants font, ils vont regarder est-ce que le mot existe ou n'existe pas, et là vous avez de nouvelles formes de débat familial en disant mais attends, où est-ce que tu as appris ce mot? Dans quel dictionnaire? Attends, bouge pas, on va chercher mon Larousse. Voilà. Alors, on y vient justement dans quel dictionnaire? Parce qu'il y a donc deux grands dictionnaires de référence. Évidemment, le Larousse qu'on connaît, mais il y a aussi le Petit Robert, quand même, parlons-en. Et un mot qui ne figure pas, il me semble, dans le Larousse, qui est Yel. Tout à fait. Mais what happened? In English, alors expliquez-moi. En même temps, en reprenant un tout petit peu précédemment, ce qui est important de voir, c'est que le dictionnaire, certes, est une photographie, mais pour autant... c'est pas tous les mots ne rentrent pas forcément dans le dictionnaire. Et notamment, l'actualité peut pousser des mots, mais qui ne vont pas rentrer tout de suite forcément. Je vous disais tout à l'heure, il y a entre 3000 et 5000 mots qui apparaissent par an. Mais nous n'en faisons rentrer, nous nous obligeons à un quota par an de 150 nouveaux mots sans expression. Pourquoi? Justement pour éviter les effets de mode. L'idée, c'est pas que tous les mots qui ont des attestations très fréquentes rentrent dans le dictionnaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du partage, qui est une notion plutôt qualitative, le fait que le mot soit partagé par un ensemble de personnes. Et c'est le cas, notamment, je reboucle sur Yel. Oui. Pourquoi Yel, pour l'instant, n'est pas dans le Petit Larousse? C'est parce que, certes, alors, il y a des attestations, mais elles ne sont pas très nombreuses. Elles sont nombreuses, mais si vous voulez, pour d'autres mots, on parle de millions ou de milliers d'occurrences. Sur Yel, les occurrences sont moins nombreuses que ça. Ah bon, et d'autre part... Vous êtes beaucoup de débats, sur Yel. Et d'autres... Notamment, oui, qu'on a eu ici, oui, ensemble. Sans doute employé beaucoup lors du débat. Mais d'autre part, pour l'instant, en fait, le mot n'est pas complètement partagé. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, effectivement, il est partagé. Mais par exemple, pas dans les médias généralistes, qui pour nous sont le signe que le mot rentre dans la société, qu'il faut le définir. Alors en plus là il s'agit d'un pronom, si on est précis. Oui. Mais donc si vous voulez, aujourd'hui, je dis pas pour les années à venir, on changera peut-être, le mot rentrera peut-être, mais aujourd'hui le mot n'est pas beaucoup attesté ou pas assez attesté et surtout pas assez partagé. Et encore une fois, c'est l'idéologie. Alors pourquoi Yel dans le Petit Robert et pas dans le Larousse? Écoutez, heureusement que le Larousse ne l'a pas mis. D'abord, c'est pas un mot, c'est pas non plus un pronom. C'est un sigle qui ne se prononce pas, en fait, généralement. À l'origine, il fallait dire il ou elle. Heureusement, je crois que vous avez des conseils de Bernard Sirki-Glinic qui a pris une position quand même très ferme contre l'écriture inclusive et à juste titre, qui s'oppose justement à ce genre de simplification purement idéologique. Le problème, il est qu'à partir du moment où vous avez un dictionnaire qui est censé être une référence en orthographe, en grammaire et dans l'existence des mots réellement, Yel ne peut pas y être, puisque de toute façon, ça pose des problèmes, évidemment, ensuite de lexique, de grammaire, de syntaxe, puisque vous ne pouvez pas avoir, Yel sans tous ceux qui vont en derrière,
clair, hein, parce qu'à partir du moment où vous acceptez IEL, vous acceptez l'idée que vous refusez une caractérisation de pronom qui soit binaire entre le féminin et le masculin. Genre, en fait. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous donnez un genre, déjà, vous mégenrez, vous projetez sur une personne le fait qu'elle soit genrée et ce qui est d'une forme de mégenrage. Donc on est quand même dans un système de vocabulaire et de lexique qui est quand même propre à une idéologie très très fermée finalement. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose que le Larousse ne soit pas tombé dans cette facilité de mode parce que je pense qu'on va y revenir beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Alors, on parlait tout à l'heure de la féminisation de beaucoup de mots. Alors, autrice, ambassadrice, pharmacienne, boulangère. On pourrait se dire aussi, pourquoi que maintenant, finalement ? Alors, il faut savoir que au XVIIe, au Moyen-Âge, à la Renaissance, il y avait un certain nombre de femmes qui étaient déjà autrices, écrivaines. Il y avait des noms de métiers, de fonctions qui étaient au féminin. En fait, c'est vraiment, entre guillemets, la révolution bourgeoise qui a fait que un certain nombre de femmes n'ont plus eu d'emploi, ou en tout cas n'ont pas pu avoir des noms de métiers, et du coup, elles restaient la femme de l'ambassadeur. Donc, l'ambassadrice était la femme dans les liaisons dangereuse de Laclos, Madame l'ambassadrice et la femme, ou non, c'est pas l'ambassadrice, c'est un autre métier, je ne sais plus. Mais voilà, longtemps en fait, pendant au moins 2 siècles, les femmes ont eu les noms en tout cas de leur mari quand le nom était présenté au féminin. Et en fait, c'est assez récent, c'est vrai, ça date, alors sans doute d'une volonté politique à un moment donné, en France, également de mouvements au Québec qui ont été très importants. Et c'est vrai que nous, en tout cas chez Larousse, on a souhaité féminiser les noms de métiers à partir du moment où on voyait une attestation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une colonelle, une lieutenante, on a féminisé dans le dictionnaire le nom de métier. Vous rappelez ce qu'est une attestation ? Parce que vous en parlez beaucoup, les attestations. L'attestation, c'est le fait qu'on lise dans la presse le mot employé. C'est juste ça, une attestation. Oui, c'est pas une attestation officielle. Non, vous l'avez vu c'est l'emploi. écrit. C'est l'emploi attesté du mot. Voilà. Alors, pour revenir sur justement cette féminisation des mots, est-ce que c'est pas un débat plutôt politique, justement, que linguistique, Sophie Dugé ? Vous m'en posez la question à moi. Si. Justement, exprès. Alors, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que je crois que c'est important de faire de la pédagogie sur ce point essentiel. Vous rappeliez très justement que les noms de métiers qui étaient occupés par des femmes depuis le XVIIe siècle, je veux dire, ont été féminisés dès le départ. Ensuite, la question qui s'est posée, c'est quand les métiers qui étaient au départ plutôt exercés par des femmes ont commencé à être exercés par des hommes, et les métiers exercés par des hommes ont commencé à être exercés par des femmes. Ce qui était beaucoup moins le cas avant. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de scission entre des métiers, entre guillemets, exercés par des hommes et des métiers exercés par des femmes. Les femmes ont eu un combat féministe majeur pour occuper des fonctions d'hommes. Mais pour le mot récent, récent. Bah non, on a très peu de temps, c'est pour ça que je veux aller au point. Oui, mais Virginie, ce qui est important, c'est de savoir que les femmes qui ont obtenu ces fonctions au départ, elles ne voulaient pas qu'on féminise le nom de leur métier. Au contraire, elles voulaient prouver qu'une femme avait réussi à atteindre ce métier-là. Et moi, j'ai toujours ce cas-là. C'est-à-dire que quand j'ai fait intervenir, par exemple, une neurochirurgienne, ouh là là, elle me tirait les oreilles, un neurochirurgien qui est une femme, avant qu'elle intervienne dans une visioconférence sur un sujet qui traitait de l'enfant, elle m'a dit, je vous préviens, par mail, elle m'a dit, je vous préviens, vous ne mettez pas neurochirurgienne, je suis un neurochirurgien, quand j'opère, je suis ni un homme ni une femme, je suis neurochirurgien. J'ai eu le même remarque d'une avocate qui m'a dit, encore me tirer les oreilles, mais moi naturellement, je vais dire avocate ce qu'est, pour qu'on se comprenne dans nos débats, nous, mais moi j'ai des commentaires. Moi, j'ai choisi de féminiser mon nom de métier. Je mets délégué général avec un E pour le féminiser. Mais j'accepte complètement que des femmes me disent « bah non, moi, je ne le veux pas ». Je crois qu'il faut laisser aux femmes le fait de choisir ou pas. Et ça s'est posé avec notre première ministre. Et la question qui est à se poser, c'est est-ce qu'elle exerce un mandat, auquel cas ça devrait être Madame le Premier ministre, c'est un mandat, sauf que ce n'est pas un mandat parce qu'elle n'est pas élue, donc c'est une fonction. Et à ce titre, elle existe la fonction de Première ministre, donc on pourrait féminiser si on s'en tient à un certain nombre de règles. Et je crois qu'elle a féminisé elle-même. Tout à fait, elle a féminisé. Malheureusement, on doit rendre l'antenne, mais je voulais juste montrer quand même cette carte qui est donc offerte, la carte d'activation du dictionnaire
Internet Larousse 2023, car on pourrait penser, à tort, mais on pourrait penser qu'effectivement un gros bouquin comme ça, c'est un peu désuet, c'est un peu pas assez de... Non, disons que dans les transports, c'est difficile à transporter. Donc c'est bien d'avoir la carte, on peut regarder sur Internet, sur son téléphone. Voilà, donc vous avez tout, à la fois le lien et à la fois ce livre magnifique qui est sorti. Illustration très belle d'ailleurs, hein. Merci. Je tiens à le préciser. Et puis plein de choses derrière à voir, enfin bref, sur toute l'histoire, sur les prix Nobel, enfin, sur le Festival de Cannes, enfin on a tout. Et n'oublions pas que les illustrations font rêver les enfants, ce qu'on perd beaucoup aujourd'hui. Et le dictionnaire notamment, les enfants adorent parce qu'ils voient de très belles illustrations. Et bien c'est pour ça qu'il est encore distribué à l'école et demandé systématiquement en primaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous toutes les deux pour parler justement de l'évolution de la langue française. Merci. Et puis de ce magnifique dictionnaire qui est sorti édition 2023. Karine Girac-Marinier, vous êtes donc directrice du département langue française. Je l'avais noté. Dictionnaire et encyclopédie périscolaire et beaux livres des éditions Larousse. Sophie Odiger, eh bien merci d'avoir été aussi avec nous, déléguée générale d'SOS Éducation. Merci. Voilà, n'hésitez pas, il est sorti, il est là. Merci. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour dans le grand JT d'éducation, les fondateurs de Pit et Pit sont avec moi, en tout cas l'illustrateur Sébastien Gazagne. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Mais je suis ravie de vous avoir avec nous en plateau dans le grand JT d'éducation, ainsi que Audrey Seignerin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des écoles et blogueuse aussi. Oui, tout à fait. J'ai ouvert un blog il y a 4 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, on y trouve des ressources pédagogiques, on y trouve ma pratique pédagogique, beaucoup de partage en fait, puisque le métier d'enseignant, c'est beaucoup de partage et d'entraide. À destination des profs ou des parents, des élèves ? À destination des professeurs avant tout. Et c'est vrai que maintenant, dans la communauté que j'anime, j'ai de plus en plus de parents, surtout depuis le confinement, qui se sont abonnés pour suivre et pour prendre aussi des activités pour leurs enfants. Super. Alors, racontez-nous Pit et Pit. C'est quoi Pit ? Alors, Pit et Pit, c'est une plateforme numérique avec des applications ludopédagogiques pour les enfants de 5 à 11 ans. Alors, ces applications, on les développe avec des professeurs des écoles, comme Audrey. Ouais. Et on aborde plein de sujets variés, comme la géographie, les mathématiques, la lecture, l'écriture. Enfin, c'est très varié dans le nombre de domaines abordés. Au départ, ça a commencé par des livres qui étaient interactifs. Oui, on a commencé à faire un petit livre avec Fabrice. Alors Fabrice, c'est votre binôme, hein, votre duo. Fabrice Ficelli, c'est ça ? C'est l'autre Pit. L'autre Pit, voilà, qui est ingénieur.
Exactement, ingénieur informatique. Moi, je suis illustrateur, graphiste. Ouais. Et du coup, on se complète très bien pour créer toutes ces applications ensemble. Et on a commencé par un petit livre, en fait, un petit livre qu'on a voulu, plus qu'un livre dans lequel on tourne les pages. On a voulu un livre avec une immersion un peu plus forte pour le jeune lecteur. Et donc, on a intégré de l'interactivité, une ambiance sonore, etc., pour vraiment que l'enfant accompagne le petit personnage tout au long de l'histoire. Le personnage s'appelle comment ? Alors, on a fait le premier qui est les courses de la petite sorcière, une petite sorcière qui doit aller faire ses petites courses pour accompagner, pour faire son petit repas à la fin du livre, d'ailleurs, avec différentes possibilités. C'est pour ça que l'enfant peut refaire le livre plusieurs fois pour revivre l'aventure différemment. Ça, c'était quelle édition ? Alors ça, c'était notre production, donc qui est dans notre première création Pete et Pete. Et vu l'engouement que ça a eu, on a fait un deuxième avec les histoires de Tim le pirate, un petit pirate qui cherche son trésor justement. Et suite à ça, on a commencé à avoir des échanges avec des profs, des professeurs qui ont voulu voir comment faire une application avec nous, et on a commencé l'histoire des applications ludopédagogiques comme ça. Alors ce qui est très malin, c'est que c'est pas une seule application, c'est plusieurs applications. C'est une plateforme. C'est ça, en fait, d'application. Oui, c'est ça, en fait. C'est justement la richesse de Pete et Pete, c'est que ça se présente sous la forme d'un kiosque avec plusieurs applications. Et ce qui est chouette pour les enseignants, c'est qu'on sait que c'est de la qualité parce que c'est fait par des professeurs, enfin, c'est fait en relation avec des enseignants. Donc, en fait, eux, ils sont sur toute la partie technique, et il va y avoir des enseignants qui vont collaborer avec eux, et j'en fais partie. J'ai eu la chance de créer une application avec eux. Laquelle ? Alors, ça s'appelle Au fil du temps. Oui. Et donc, c'est pour se repérer dans le temps. Donc au niveau des repères, tout ce qui est le jour, la nuit, les différentes étapes de la vie, les heures, enfin c'est quelque chose qui est, voilà, les saisons. On a vraiment couvert un petit peu tout. On a fait en fait, c'est sous forme ça se présente sous la forme d'une page qui vous emmène sur plusieurs petits jeux. Oui. Les élèves vont du coup apprendre en jouant, et c'est vraiment... Ils ne sont pas passifs face à l'écran. Non, ils sont actifs. Complètement. Ils sont complètement actifs. C'est-à-dire que le numérique, si on veut l'inclure dans l'enseignement, il faut qu'il y ait une vraie plus-value à l'enseignement. On ne peut pas se permettre d'avoir du numérique passif, parce que malheureusement, c'est ce que font déjà beaucoup d'enfants à la maison. Ils vont être devant les écrans et ils ne sont pas acteurs. Et pas forcément sur des trucs qui sont effectivement soit culturels, soit artistiques, soit intelligents. Bon, après, je ne dis pas que c'est mal, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas mal, mais il faut que ce soit dosé. Et à l'école, on ne peut pas se permettre. Il faut vraiment qu'on ait une plus-value pédagogique. Et là, on l'a, parce que l'enfant, il est devant son écran, mais il est en train d'apprendre, en fait. Apprendre par tâtonnement, parce qu'il va s'entraîner, il va être en train de tenter, ou alors il va passer au quiz pour tester ses connaissances. On est vraiment dans une dynamique très, très, très active. Je vois le faire au doigt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut le faire à la fois sur n'importe quel ordinateur, tablette, téléphone, c'est ça, sur tout support, ça fonctionne bien. C'est mieux quand même d'être sur plus grand que smartphone, mais ça peut fonctionner quand même. Mais c'est vrai qu'on est mieux sur un plus grand écran. Et voilà, on est à l'ère du numérique, on ne va pas se mentir. Au contraire, qui est ultra positif. Exactement. On se sert de ce qu'il y a de mieux dans le numérique, justement, pour pouvoir aider à l'apprentissage des enfants. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça veut dire que quoi ? On va pouvoir travailler la géographie, l'histoire, le français, les langues, la notion du temps, la lecture de l'heure, dans tous les sens par laquelle on peut l'aborder. Le corps humain, prochainement, on est en train d'élaborer une application sur les grandes étapes de l'histoire. Donc on essaye d'aborder vraiment les grands domaines qu'on aborde à l'école, en primaire principalement évidemment, mais on dit de 5 à 11 ans parce qu'on est utilisé dans d'autres pays qui n'ont pas le même système scolaire que nous. Donc on voulait vraiment que ça puisse donner une indication sur l'âge pour lequel il est destiné. Bien sûr. Alors au départ, vous le disiez, vous n'êtes pas dans l'enseignement, c'est-à-dire que vous êtes illustrateur, l'autre est ingénieur, l'autre joue pour le binôme, le duo. Et donc du coup, en fait, vous vous êtes plié finalement aux exigences des programmes scolaires et à ce que proposait l'enseignement. Alors c'est pour ça qu'on a la chance et qu'on préfère avoir une professeure des écoles pour nous accompagner dès le départ quand on crée le storyboard, pour avoir un contenu vraiment adapté en fait au contenu pédagogique enseigné, pour être complémentaire évidemment, et avoir un contenu solide qui donne la possibilité d'avoir des activités variées sur toutes nos applications. Alors vous proposez des abonnements, comment ça se passe ? Oui, on a 2 types d'abonnements, un mensuel et un annuel.
D'accord. À la fois pour les particuliers et à la fois pour les écoles. Comment ça se passe, vous, au sein de votre école? Alors, au sein de l'école, effectivement, les enseignants peuvent s'abonner et avoir accès, du coup, au kiosque. Et donc, il y a une offre pour les enseignants, pour les scolaires. Donc, c'est vrai que les enseignants sont friands de ce genre de choses. Quand ils sont équipés, bien sûr, parce que le numérique, c'est quand même le gros enjeu de l'éducation nationale actuellement. On a des grosses disparités encore sur le territoire. Bien sûr. Et c'est ça qui est dommageable, mais ça tend forcément à n'aller que mieux, puisqu'on avance, il y a des financements, il y a des campagnes qui sont faites. Donc les écoles s'équipent, et c'est pour ça que les startups comme Pitépit sont tout à fait appropriées en fait en ce moment. Et voilà, et elles ont tout à fait leur place dans les apprentissages. La région, le département, le rectorat peuvent fournir aussi des tablettes, peut-être une tablette par classe, plusieurs. Alors pour ce qui est des écoles élémentaires, en tout cas, nous, ce sont les communes en fait qui vont financer. Tout ce qui est région, département, ça va être pour plus grand, pour le secondaire. Mais nous, en fait, c'est vraiment avec les communes. Donc effectivement, on fait des demandes et on obtient du matériel. Alors, on n'a pas toujours tout ce qu'on aimerait. En général, les profs, ils sont gourmands. On demande beaucoup pour avoir un peu. Et petit à petit, pareil, dans tout. Et on s'équipe comme ça, petit à petit. Donc moi, par exemple, dans mon école, on a 15 tablettes et 15 ordinateurs, ce qui fait qu'on arrive à pouvoir les emprunter sur une plage de la journée et de pouvoir proposer à nos élèves ce support, en fait, qui a un succès incroyable. Alors comment réagissent les parents justement? Parce que les élèves, je suis sûre qu'ils sont tous hyper contents, évidemment, d'apprendre de manière ludique. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et comment réagissent les parents? Est-ce qu'ils ont peur du côté écran, du côté numérique? Alors je pense que certains parents peuvent être un petit peu réfractaires au départ, justement parce que les écrans, ils en ont assez. Et finalement, quand on leur montre et quand on leur présente l'outil, ils sont très vite rassurés. Et justement, c'est là où la plus-value de Pitépit, c'est vraiment cette collaboration avec des professeurs des écoles. Moi, j'ai eu des retours de parents d'élèves qui ont utilisé à la maison et qui sont convaincus et qui sont en confiance. Ils me disent « Ah bah oui, mais là, on sait que ça a été fait par la maîtresse ou par des enseignants. » Donc, ça donne quand même cette gageure qu'on est bien dans les clous du programme et donc les parents sont Donc, par exemple, la fameuse division dont je parle souvent, qui doit être faite, refaite, elle peut être faite à l'école grâce à la plateforme en question, Pitépit. Et puis après, si par exemple moi je m'abonne à la maison, je peux la refaire avec mon fils. Alors, certaines applications, pour poser des additions, des soustractions, des multiplications qui sont déjà réalisées. Et pas les divisions. Malheureusement. Voilà, c'est ça, je vous ai posé la colle. Exactement. Vous êtes tombé dessus. Non, alors ce qui est bien, c'est que c'est utilisé sur les tableaux interactifs qu'on a dans certaines classes et aussi sur les tablettes. Notamment, on a d'autant plus développé une application, le Kiddy Kiosque, qui permet d'avoir comme un kiosque pour utiliser plus confortablement sur les tablettes toutes nos applications. À partir du moment où on a l'abonnement, on peut passer donc par le site ou par l'application Kiddy Kiosque. Bon, écoutez, ça m'a l'air génial cette affaire. C'est au top. Il faut tester. C'est une bonne triangulaire en tout cas, école, enseignants, parents, enfants, élèves. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau pour nous présenter Pitépit. Je rappelle donc Audrey Seignerin, vous êtes professeure des écoles. Où ça? Alors, je suis à Ris-Orangis, en région parisienne, et blogueuse Audi Mécresse. On peut retrouver. Comment vous écrivez Audi? Alors, Audi, A-U-D-Y. Attention, il n'y a pas la marque, non? Non, ça vient d'Audrey, je n'ai pas cherché très loin. Et Mécresse, M-A-I-K-R-E-S. Bah oui, Mécresse, voilà. Ça. Et ça vient de là, en fait. J'avais une élève qui m'appelait Mécresse. D'accord. Sébastien Gazagne, vous êtes l'illustrateur. Oui, tout à fait. Surnommé Pitus. Exactement, c'est comme ça que je signe mes dessins depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà, merci à vous. Donc on retrouve la plateforme Pitépit. Regardez sur Internet, vous la trouverez très très facilement. Pitépit.fr. Pitépit.fr, voilà, vous avez toutes les infos. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Virginie. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenir d'écolier. Cette semaine, c'est Nelson Montfort qui répond aux questions de Malika Ménard. Regardez. Alors aujourd'hui, vous êtes journaliste. Mais est-ce qu'enfant, il y avait d'autres métiers qui vous faisaient rêver? Chanteur, auteur, compositeur. Quand vous étiez à l'école, oui, bon élève et Fayot. Mais non, pas Fayot, non, mais c'était l'amour, j'aurais pas dû le dire. Mais
Comment c'est également ce que j'ai encore aujourd'hui. D'ailleurs, je développe quelques spectacles sur des grands de la chanson française et avec beaucoup de respect, d'humilité et d'amour. Oui, c'est vrai que si je n'étais pas devenu journaliste, j'aurais en tout cas essayé de tout faire pour réussir dans la chanson. Y serais-je parvenu? Je ne sais pas. Probablement pas, quand on voit l'immense concurrence qu'il y a. Mais enfin voilà, aujourd'hui, je m'accompagne un peu à la guitare, je chante et j'en suis heureux, voilà. Après le bac, une licence de droit? Oui, droit et Sciences Po à Paris, là où j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse et la mère de mes 2 filles, Isor et Victoria. Donc, mes études supérieures, là, par contre, c'est un souvenir merveilleux parce que... oui, c'était un rythme parce que la faculté était à Nanterre pour le droit et à Sciences Po rue Saint-Guillaume, Paris 7e pour Sciences Po. Donc oui, Vous faisiez les deux en même temps? Oui, il y avait deux... Il y avait en tout cas une année commune et à la fin, il y avait 2 années à Sciences. J'ai tout à fait la mémoire. On rentrait après, parce que j'ai fait maîtrise en droit, mais à l'époque, oui, c'est ça. Après la licence en droit, on avait la première année de Sciences Po. Ce qui fait que la dernière année de droit et la première année de Sciences Po... oui, exactement. Vous avez fait des bonnes études? Je crois, oui. J'essaie de pas trop la ramener, si vous voulez, mais je crois en tout cas ça m'a aidé dans la vie et ça m'a aidé également à rencontrer des personnes qui sont devenues mes amies et qui sont encore mes amies aujourd'hui. Ah, vos plus chers amis oui, à cette époque-là? Alors, pour vous dire la vérité, c'est-à-dire que je n'ai pas comment dire, comme je suis fils unique, je me suis fait, on va dire, au fil du chemin, des amitiés fraternelles, mais vraiment fraternelles. Mais j'ai effectivement quelques amis d'enfance, on va dire d'adolescence, en tout cas de fac, oui, qui sont restés des amis aujourd'hui encore, oui. Vous aviez fait un stage à San Francisco? C'est exact, dans la Banque internationale. Ça, c'était pour voir si je pouvais aller sur les traces de mon père. Papa. Voilà, exactement. Et puis, je me suis rendu compte, bien qu'avec beaucoup de respect, etc., que je n'étais pas fait pour ça. Donc et comment le journalisme arrive alors? Oui, il est arrivé ça va vous faire sourire, mais c'est vrai, aujourd'hui, peut-être ce ne serait plus possible, mais vraiment, en téléphonant et en frappant aux portes, je ne connaissais strictement personne. On me dit parfois aujourd'hui, oui, il faut connaître, il faut être pistonné par tel ou tel. Je ne sais pas s'il faut être pistonné. Et tout de suite dans le journalisme sportif? Sport, aventure, vie en plein air. Et vous n'avez pas essayé de frapper à d'autres portes? C'était déjà pas mal parce que je frappais quand même à des portes qui pour la plupart restaient un peu closes jusqu'à ce que timidement une ou deux se soient ouvertes. Mais à l'époque, il faut se remettre dans l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il fallait passer par le barrage des secrétaires. C'était tout un processus, si je puis dire, qui faisait que le cœur battait assez fort. Ouais. Et combien de refus pour un succès? Ça, c'est une bonne question. Je dirais, je sais pas, 10 à 1 peut-être. D'ailleurs, pire que les refus, et ça, j'en ai vraiment tenu compte par la suite, où je réponds systématiquement. Ah, c'est oui. Je réponds systématiquement. J'aimerais répondre davantage oui, mais pire que les refus, il y a la non-réponse, qui, je trouve, confine au mépris. Et je n'aime pas du tout ça. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence, Malika. Parmi ceux qui ne m'avaient pas répondu, plusieurs années après, lorsque j'avais, on va dire, une petite position à la télévision, mais enfin, on commençait à me connaître, etc., est venu comme candidat. Quelqu'un qui avait refusé de me prendre en ligne. Qui ça alors? Non, je veux pas vous le citer, mais si vous voulez, alors comme je ne suis pas du tout comme ça, j'aurais pu savourer une sorte de douce revanche. Oui. Je ne suis pas du tout comme ça, et d'ailleurs, je l'ai même aidé. Voyez-vous, je l'ai même aidé, sans en faire trop. Quand même. Mais je l'ai effectivement introduit auprès de quelqu'un qui a pu un peu l'aider. Voilà. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Nelson Montfort, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce JT. Vous pouvez retrouver l'émission sur schooltv.com, évidemment, canal 247 sur les Freebox, et Maguessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Merci à toute l'équipe en régie. Merci beaucoup à Sébastien Gazagne et Audrey Signorin d'être venus sur le plateau nous présenter la plateforme Pit et Pit, pitepit.fr. Sautez sur l'occasion, vous allez voir, c'est absolument génial. Merci, à demain. Ciao.